Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Une nouvelle émission Racine en direct de la station radio 102.3 FM. Aujourd'hui, on aura le plaisir de recevoir au téléphone des invités intéressantes qui vont nous parler de différents sujets, surtout en lien avec comment combattre la pauvreté et aussi sur le fond des communautés noires qui vient d'être annoncé par le gouvernement fédéral. Alors, on aura l'occasion de recevoir Monsieur Emmanuel Debour, député de Bourassa, Madame Soraya Martinez par la suite, et retour avec Monsieur Louis-Edgar Jean-François, et on finit avec le jeune député Younes Boukala. Alors, sans trop tarder, j'ai au téléphone Monsieur Emmanuel Debour, député de Bourassa à la Chambre des communes. Bon matin, Monsieur Debour. Bon matin, Monsieur Baronnet. Je suis bien content d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans trop tarder, le Premier ministre a annoncé le soutien aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs des communautés noires récemment. Ma première question, est-ce que ce fonds-là est venu à la suite de la pression sociale ou à la suite de la tragédie de George Floyd ou le mouvement mondial de Black Lives Matter, ou bien c'était suite à une réflexion, peut-être une étude que le gouvernement, et de constat que le gouvernement avait fait? Oui, moi je vous dirais, M. Baronnet, que la tragédie de George Floyd a accéléré peut-être cet investissement-là. Toutefois, le Premier ministre, M. Trudeau, avant même cette tragédie-là, avait déjà entamé un certain nombre d'actions auprès des communautés noires. Il était venu à Montréal, où est-ce qu'il a rencontré plusieurs membres des communautés noires, à Toronto et au Parlement aussi. Ça, c'est depuis bien longtemps qu'il avait entamé ces démarches-là. Et ces gens-là lui ont dit, voilà les difficultés que les communautés noires rencontrent, spécialement en ce qui concerne l'économie. Donc, oui, quand c'est arrivé le décès de George Floyd, écoutez, il était encore en contact avec nous et comme vous savez, nous avons aussi un Black Caucus aussi à Ottawa et nous lui avons fait un certain nombre de propositions et voilà que le Premier ministre est arrivé avec cette mesure-là. Il faut dire que le Premier ministre du Canada lui-même, il a reconnu qu'il y a du racisme systémique au Canada et donc il y a un certain nombre de mesures qu'il souhaite mettre en place et en voilà une et c'est une mesure extrêmement importante. On parle de 211 millions de dollars et ce qui est intéressant dans cette mesure-là, c'est que ce qu'il a adjoint des banques aussi à cet investissement-là, de façon à ce que ce 93 millions-là soit bonifié et qu'ils arrivent à 211 millions pour aider les communautés noires à faire face à toutes sortes de difficultés parce que ces entreprises-là, par exemple, des communautés noires, elles ont de la difficulté aussi énormément à trouver du financement. Je viendrai à cette question, M. Debour. Qui est en place pour aider cette communauté-là et reconnaître du même coup qu'il y a du racisme systémique et qu'il faille aider ces communautés-là. Je viendrai à la question des institutions financières, mais avant ça, j'ai une autre question. En fait, on sait très bien que les communautés noires étaient le plus touchées par l'effet de la pandémie. Selon une étude menée par le Conseil afro-canadien de l'engagement civique et le groupe de recherche innovatrice basé en Alberta, 56% des répondants noirs ont déclaré que leur emploi, ou celui quelqu'un qui le connaisse, avait été touché contre une moyenne nationale de 46%. Comment ce fonds va contribuer concrètement à réduire l'écart et à éliminer les obstacles systémiques? Parce que là, on voit que le fonds est pour les entrepreneurs. Avant même la pandémie,
mais la situation était quand même difficile. C'est pour ça qu'on parle aussi de racisme systémique. Donc, la pandémie est venue exacerber cette situation-là. Donc, en mettant ce fonds-là sur pied au cours des prochaines années, à ce moment-là, les communautés noires vont avoir la possibilité d'accéder à des fonds plus facilement. Et ces fonds-là vont servir à quoi? À développer leur entreprise, à créer des emplois, à aider la communauté. Et par le fait même, ces entreprises-là vont payer plus d'impôts, ces entreprises-là vont pouvoir plus contribuer à la société canadienne. Donc, on a des organismes qui sont en charge, qui vont être en charge de ce fonds-là, dont un ici au Québec, là c'est le groupe 3737. Il y a des critères qui sont mis de façon à savoir quel type d'entreprises qui vont pouvoir être admissibles. Et à ce moment-là, donc on s'attend à ce que ça va commencer à aider les entrepreneurs noirs dans leur démarche. Vous avez parlé des institutions financières, mais qui vont aider aussi au fonds. Mais on ne va pas oublier que ces institutions aussi, elles étaient visées dans le passé comme quoi qu'ils contribuent aux obstacles systémiques. Qu'est-ce qui change maintenant que ces mêmes institutions, maintenant, ils font partie de la gestion de ce fonds? Et qu'est-ce qui va changer? Et qu'est-ce qui va nous mettre rassurés que dans le futur, il va y avoir un changement de pratique ou une ouverture pour soutenir les jeunes entrepreneurs des communautés noires? Mais il est vrai que ça remonte à tellement longtemps là, depuis l'esclavage, des situations que nous, des communautés noires, nous vivons. Mais il y a une prise de conscience. Effectivement, depuis la mort tragique de George Floyd, on voit qu'il y a une prise de conscience, non seulement au Canada, mais ailleurs aussi dans le monde. Et il y a des réflexions qui se sont faites. Je peux vous dire qu'il y a toutes sortes d'organisations maintenant qui se disent « oui, c'est vrai, et comment est-ce qu'on peut aider ?» Donc, à ce moment-là, nous, les Noirs aussi, et ces entreprises-là, nous travaillons ensemble pour leur dire voilà quel type de mesures que vous pouvez prendre. Comme je l'ai dit, au niveau du Black Caucus, on a présenté toute une série de mesures qui touchent, que ce soit l'économie, la justice, les familles, pour dire voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, je crois que beaucoup d'entreprises reconnaissent cette nécessité-là, des grandes organisations. Dernièrement, j'ai participé à un Zoom pour le Black North Initiative. Mais que ce soit les banques, des grosses entreprises et même mon ordre professionnel, l'ordre des comptables agréés du Québec. Mais toutes ces organisations-là se disent il faut contribuer, il faut corriger ces injustices-là et ils sont en train de réfléchir pour trouver les meilleurs moyens pour y arriver. Et en ce sens-là, moi, je suis très confiant que c'est un point de non-retour. Les gens le reconnaissent et au premier chef, le premier ministre du Canada l'a dit. Et donc, le racisme systémique existe au Canada, donc il faut prendre des mesures. Donc, je suis confiant que ces organisations-là embarquent dans ce mouvement-là et ça ne devrait pas s'arrêter de sitôt. D'accord. Est-ce que un programme de soutien financier est assez? Pourquoi pas un plan écosystémique pour sortir les communautés noires de la pauvreté et les obstacles systémiques? Bon, écoutez, c'est un premier pas. C'est vrai que, il faut comprendre le phénomène, il faut regarder dans tous les aspects. Donc, ce plan écosystémique dont vous avez parlé, nous avons émis des suggestions pour dire un peu partout, que ce soit dans les écoles, dans les institutions carcérales, où est-ce que le taux des Noirs là sont, par exemple, beaucoup plus élevé que d'autres membres de la société.
ce sont tous des systèmes qu'il faut aller étudier, qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces situations-là. Donc, comme j'ai dit, c'est un début. Et il faut regarder dans tous les aspects. Et nous sommes là aussi pour accompagner, pour faire comprendre qu'est-ce que nous vivons dans la réalité. Et donc c'est important qu'il y ait des dirigeants d'entreprise, des personnes en autorité qui adhèrent à tout ça. Et en même temps, c'est pas tout simplement parler, dire bon ben voilà qu'est-ce qu'on va faire et puis en réalité il n'y a pas d'action. Il faut que ces personnes en autorité là soient imputables des gestes, des actions qu'ils prennent pour enrayer le racisme systémique, pour combattre le racisme systémique. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Et on a vu que dans certains endroits, bon, quand on parle de comment dirais-je, des choses qu'ils veulent mettre en place, ça aussi, ça fait partie que les gestionnaires répondent aussi des actions qu'ils posent pour améliorer la situation. Et ça, que ce soit dans le privé, dans le public, vous voyez, au niveau gouvernemental, on a aussi la loi sur l'équité en matière d'emploi. Mais là aussi, il y a des mesures, il y a des choses à corriger parce que la représentativité n'y est pas. Donc, il faut faire en sorte que les groupes cibles de cette loi-là soient bien représentés dans la fonction publique et on y travaille. Et que ce soit avec le Conseil du Trésor, tous les ministères. Donc, nous sommes en train de regarder tous ces aspects-là aussi. Monsieur Debourg, quels sont les mécanismes pour assurer une bonne gestion du fonds et surtout pour que ces jeunes entrepreneurs n'assument pas le fardeau de la réussite de ce programme? Bon, d'abord, ce programme-là a été mis sur pied, comme j'ai dit, c'est suite à des discussions avec les groupes des différentes communautés noires qu'on retrouve au Canada, qui nous ont dit, bon, voici les difficultés qu'ils rencontrent et les conditions qui ont été établies aussi pour la mise en place de ce programme que les différents organismes vont gérer. J'en suis sûr que d'aucune façon, ça ne devrait pas être un fardeau pour ces personnes-là, pour ces entrepreneurs-là. On veut les aider à créer plus d'emplois, à développer leurs affaires, à ce qui développe un système où tout le monde se sent valorisé. Donc, je ne crois pas que d'aucune façon, les conditions de taux d'intérêt, de remboursement ou bien d'aide qu'on apporte à ces entreprises-là, non, d'aucune façon, ils ne peuvent les mettre en péril. D'accord. Je sais que vous avez un engagement tantôt. J'ai une dernière question pour vous. Certaines plumes au Québec ont critiqué le fonds de soutien, comme quoi il fait de la discrimination basée sur la couleur. Ce soutien aux communautés noires créera-t-il davantage de disparités avec d'autres communautés vulnérables qui sont aussi touchées des mêmes obstacles, par exemple la communauté autochtone ou d'autres minorités visibles? Bon, écoutez, d'abord, il y a un dicton qui dit « On n'est pas en train de déshabiller Pierre pour habiller Jacques ». Il faut reconnaître d'abord qu'il y a du racisme systémique. Est-ce que l'esclavage, ça n'a jamais existé? Est-ce que les difficultés que les communautés noires, comme je viens de dire, que ce soit dans les prisons, dans les écoles, partout, est-ce que ça n'existe pas? Nous, les Noirs, nous payons des taxes au même titre que tout autre individu. Il n'y a pas un taux d'impôt différent pour les Noirs et pour les autres. Donc là, si on constate qu'il y a un problème qui est ancré dans les systèmes et qu'on prenne des mesures pour les corriger, au même titre des problèmes que rencontrent les Autochtones depuis des années, et qu'on veuille corriger cette situation-là pour bâtir une meilleure société. Donc ces gens-là, ils ont bien droit à leur opinion, mais voilà une situation pour faire en sorte de créer encore plus d'harmonie entre nous au pays.
Donc, écoutez, je leur laisse avec leur opinion. D'accord, merci beaucoup M. Debourg, c'est très apprécié. J'espère qu'on va vous recevoir en direct dans nos studios après peut-être la fin de cette pandémie. Merci et bonne journée. Oui, merci M. Baron et au plaisir. Bonne journée. Bye bye. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. De retour, chères auditrices, chers auditeurs, en direct de la station 102.3 FM avec le programme Racine. Tantôt, on avait eu le plaisir de recevoir M. Debourg, député de Bourassa-Sauvé, pour parler de fonds de soutien aux entrepreneurs de communauté noire pour combattre la pauvreté dans la communauté. Mais avec une vision plus large au niveau national, je reçois Madame Soraya Martínez-Ferrada, députée de Hochelaga, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Madame Martínez, bonjour. Bonjour Mohamed, ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien, merci. Je sais que vous avez un engagement tantôt, alors on va vous poser quelques questions. Comme j'ai dit tantôt, j'ai reçu votre collègue M. Debourg, on a parlé de la communauté noire. Mais au niveau national, un peu plus large, pour combattre la pauvreté, le Premier ministre il a lancé récemment un plan de relance. Comment pensez-vous que ce plan de relance, il va la classe moyenne, il va emmener à combattre la pauvreté, le racisme systémique et la discrimination en général? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans votre question. Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que notre gouvernement s'est attaqué à la pauvreté depuis le début de notre mandat. Une chose qu'on a fait déjà en partant, c'est de créer ce qu'on a appelé l'allocation familiale pour enfants. Et ça l'a vraiment fait réduire le taux de pauvreté au Canada de façon très importante. On a sorti pas loin de 1 million d'enfants de la pauvreté au Canada. Donc ça, il faut s'en rappeler parce que c'est la première fois en fait que le gouvernement donnait une allocation directement aux familles pour les aider justement et surtout les familles les plus vulnérables. Donc ça, c'est quelque chose qui continue. On continue à la recevoir. Par rapport à la pandémie, effectivement, puis sûrement que mon collègue Emmanuel vous en a parlé, mais la pandémie a touché beaucoup les communautés, notamment les communautés qui viennent diversifier, que ce soit la communauté noire, la communauté maghrébine, la communauté hispanophone, beaucoup de travailleurs dans le milieu de la santé, beaucoup des gens qui sont situés dans des quartiers qui sont plus sensibles et vulnérables. Puis effectivement, ces quartiers-là ont été touchés beaucoup plus que d'autres, notamment dans l'Est de Montréal. L'Est de Montréal a été, à un moment donné, l'épicentre de la pandémie au Canada. Oui. C'est sûr qu'on a mis en place des mesures qui ont aidé les gens concrètement. Vous en êtes sûrement au courant. La PCU, donc la prestation canadienne d'urgence, qui a donné un montant d'argent à tout le monde avec des mesures directement rapides et plus de 8 millions de Canadiens ont eu accès à cette prestation. On peut pas parler de relance économique
si on n'a pas maintenu et si on ne maintient pas encore aujourd'hui le filet social et économique des gens. Donc, c'est pour ça que, comme gouvernement, on a mis en place des mesures pour, d'une part, aider les travailleurs et aider ceux qui n'ont pas d'emploi et aider les entreprises à survivre finalement à cette baisse économique qu'on a actuellement due à la pandémie. Je dirais que ces mesures-là sont extrêmement importantes parce qu'on ne pourra pas parler de relance économique si on ne maintient pas une fondation sociale et économique durant cette pandémie. Et les PME, ils souffrent aussi, en fait, même juste ici à Montréal ou au Québec. On voit que, par exemple, au milieu de la restauration, les tout petites entreprises, c'est les premiers qui payent avec ce temps l'effet de la pandémie. Est-ce qu'il y a un soutien spécifique pour les entreprises, les PME? Mais encore une fois, je pense que la mesure la plus importante qu'on a mis sur pied, c'est la subvention salariale aux employés, qui va être élargie et prolongée jusqu'à l'été 2021. Donc, ça va donner vraiment un soutien direct aux entreprises pour garder le lien d'emploi avec leurs employés. Après ça, on a eu plusieurs mesures, que ce soit le compte de loyer à l'entreprise, le compte de loyer pour aider à payer le coût fixe du loyer. On a mis encore dernièrement, la ministre Joly a annoncé un 600 millions dans un fonds régional qui va aussi aider les entreprises directement avec cette crise. Moi, je pense que c'est sûr que actuellement, on le voit bien, on est dans la deuxième vague. Puis il y a d'autres mesures éventuellement qui vont venir parce qu'on sait très bien qu'on aura encore à être là puis être présent pour les entreprises dans les mois qui s'en viennent. Parce que cette deuxième vague vient de commencer. Puis on la sent très bien en ce moment, notamment à Montréal. Oui. Il y a certaines personnes qui sont dans l'obligation de rester à la maison pour prendre soin d'un proche ou un enfant malade. Est-ce qu'il y a un soutien spécifique pour ce groupe? Oui, en fait, la prestation canadienne d'urgence a été, je vous dirais, transformée en trois prestations. La première qui est la prestation de soutien à l'emploi, qui va viser aussi les gens qui sont des travailleurs autonomes, qui ne cotisaient pas nécessairement à l'assurance emploi. Donc maintenant, il va y avoir une prestation qui s'appelle la prestation de la relance économique, donc qui va pouvoir soutenir les gens. Et on a aussi créé une prestation de congé de maladie. Donc, en fait, un congé qui permet aux gens de s'absenter pour maladie, pour s'assurer de ne pas perdre l'argent parce qu'on doit prendre soin justement de quelqu'un qui est malade ou nous-mêmes qu'on doit s'isoler à cause de la COVID. Il y a un autre enjeu, en fait, c'est à Montréal et ailleurs dans les grandes villes du Québec, c'est la question de l'habitation, du logement. Récemment, le gouvernement canadien a conclu une entente avec sur le logement avec le Québec. Comment ce fonds-là, le fonds débloqué, il aura un impact pour résoudre la crise du logement et comment la classe, les gens, les personnes vulnérables, ils peuvent en profiter? Mais la question de la crise du logement elle est complexe parce qu'elle touche beaucoup de choses, mais ce qu'il faut se rappeler sur l'entente de logement qu'on a signée avec Québec, qui est une entente importante, c'est quand même 3,7 milliards de dollars qu'on a signé avec Québec et on va pouvoir rapidement faire construire, acquérir, rénover des logements pour augmenter le nombre de logements qu'on veut avoir au Québec. Ça va répondre à la crise à moyen terme, c'est sûr. À court terme, on veut soutenir une offre de logement d'urgence rapidement, notamment sur la question de la crise d'itinérance à Montréal qu'on vit, notamment à Hochelaga, on le voit très bien. Donc, s'assurer qu'on passe à travers l'hiver qui s'en vient. Pour éventuellement pouvoir offrir un plus grand nombre de logements abordables et sociaux. La crise du logement à Montréal, il faut s'assurer que les gens sont capables de payer leur logement. D'ailleurs, dans la stratégie nationale de logement canadienne, nationale, qui est la première stratégie, ça n'a jamais existé auparavant, il va y avoir une allocation au logement pour aider les gens à payer leur loyer, donc surtout les gens les plus vulnérables. Et ça aussi, c'est une première au Canada. En fait, il y a une question quand même qu'on doit le poser. Il y a le gouvernement, il fait de soutien aux différents groupes, mais il y a beaucoup de dépenses.
est-ce qu'on doit avoir peur par la suite sur qui va assumer ces dépenses-là? Est-ce que c'est la classe moyenne encore? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes, d'autres moyens d'aller chercher de l'argent d'autres ressources? En fait, c'est une question qui est très bonne et c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime. Moi, je vous répondrais sur deux choses. La première, c'est pas aux citoyens les plus vulnérables notamment, de s'endetter. Il faut que collectivement on s'endette pour pouvoir assurer le filet social et économique des gens et de l'ensemble de la population canadienne pour passer à travers la crise. Donc, nous, on doit prendre sur nous, comme gouvernement, ce fardeau-là et on doit le prendre collectivement. Deuxièmement, dans le discours du trône, le premier ministre a été clair et nous l'avons fait comme gouvernement au début de notre mandat. C'est sûr que les gens les mieux nantis doivent contribuer aussi à porter sur eux ce fardeau et que ce ne soit pas nécessairement les gens qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables. Donc, je pense que la préoccupation est tout à fait légitime, mais je pense qu'actuellement, on est dans une pandémie où c'est pas le temps d'avoir des mesures d'austérité. On doit être dans le soutien puis réfléchir à plus long terme sur comment on va collectivement récupérer en fait et payer cette dette. Mais pour le moment, il faut s'occuper des gens qui en ont plus besoin. Puis en ce moment, il faut s'occuper de notre santé puis la santé des gens qui sont les plus vulnérables et pas s'en faire sur cet endettement qui actuellement n'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est la santé des gens puis sauver des vies. J'ai une question à vous, à titre de secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration. En lien avec la réunification familiale, pourquoi il est aussi compliqué? Plusieurs conjoints, parents, grands-parents, étudiants sont en attente pour rejoindre leurs proches. Mais je pense qu'il faut quand même se rappeler que cette pandémie n'est pas une pandémie juste au Canada, c'est une pandémie internationale, mondiale, qui a eu un impact sur les frontières, partout dans le monde. Donc, il est bien évident que les restrictions aux frontières ont eu un impact sur l'immigration. Et nous, au ministère de l'Immigration, depuis le début de cette pandémie, on a toujours regardé et réfléchi à comment on pouvait soutenir les Canadiens en sécurité, en s'assurant de leur sécurité et de leur santé, mais aussi en voyant comment on pouvait augmenter cette réunification familiale, parce qu'on est bien conscient que des gens en santé, c'est aussi des gens qui sont heureux avec leur famille. Donc, la réunification familiale est importante. On a annoncé des exemptions à la frontière. On en a fait au mois de juin. On en a fait encore il y a 2 semaines. On a fait plusieurs annonces, dont justement l'annonce d'augmenter le nombre de cas sur la réunification familiale et régler au moins jusqu'à 50 000 cas d'immigration sur la réunification familiale d'ici décembre. Ce qui est on va augmenter le nombre de soutien à l'immigration pour justement accélérer le nombre de cas et qui soient étudiés et réglés d'ici le mois de décembre. Donc, on vise 50 000 cas. On a aussi fait une annonce la semaine passée sur la réunification familiale, l'entrée des étudiants étrangers et aussi l'entrée sur la base de compassion. Donc, par exemple, si vous avez un membre de votre famille qui est malade, vous venez voir un membre de votre famille qui est mourant. Donc, dans des situations de compassion, on a aussi émis et annoncé des exemptions à la frontière la semaine dernière. Bien important de ne pas faire de plan de voyage tant aussi longtemps que vous avez toutes les autorisations requises pour rentrer au pays. Donc, ça, c'est vraiment, je tiens à le souligner parce que c'est vraiment important. Mais il va y avoir des exemptions à l'entrée de la frontière. Et la dernière chose, c'est qu'on a annoncé aussi la question le programme des parents et grands-parents. Donc, c'est un système aléatoire qui va avoir lieu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques l'année passée sur ce système-là, mais cette année, la période où vous allez pouvoir signaler votre intérêt pour appliquer à ce programme-là va être beaucoup plus longue. Donc, ça va être du 13 octobre au 3 novembre que les gens vont pouvoir s'inscrire pour signaler leur intérêt de faire venir un parent ou un grand-parent. Et par la suite, il y aura un système aléatoire. Comme vous le savez, c'est un programme qui est extrêmement en demande. On s'est engagé à avoir 40 000 personnes en 2020-2021. Donc, on veut respecter ça parce que, en fait, notre gouvernement, vous le savez, c'est un gouvernement qui a toujours été très engagé et déterminé
à la réunification familiale et au programme des parents et grands-parents. Donc, on espère pouvoir, même dans le cadre de cette pandémie, trouver le moyen de faire venir les gens ici au Canada et soutenir les Canadiens qui sont ici, en fait. Une dernière question, Madame Martinez, avant de vous laisser, je sais que vous avez un autre engagement. Vous êtes d'origine espagnole et au Québec, on célèbre le mois de l'héritage hispanique au Québec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la contribution de la communauté hispanophone à l'économie au Québec et au Canada? Mais vous savez, moi, ce que je peux vous dire, puis aux gens qui vous écoutent aujourd'hui, c'est que oui, je suis hispanophone, mais je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est l'apport que toutes les communautés ont au tissu social, culturel, économique et politique du pays. Nous sommes tous très engagés dans ce pays, très engagés dans notre ville et notre province. Et je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est en fait souligner puis nous féliciter finalement que chacun d'entre nous contribuons au développement de ce grand pays. Et moi, je suis une fière hispanophone chilienne d'origine. Je suis une réfugiée politique, comme plusieurs d'entre vous qui nous écoutez. Et moi, je tiens en fait à vous féliciter, vous, pour tout ce que vous faites à tous les jours dans votre quotidien ici dans cette belle province. Merci beaucoup, Madame Martinez. Ce fait un grand plaisir. Et puis, croyez-nous, que ce soit l'émission Racine ou la station Centre-Ville, c'est vraiment l'objectif de sa mission. Et puis, comme vous dites, félicitations à nous tous de contribuer chaque jour au vivre ensemble et à la promotion de la diversité et puis bien sûr le développement du Québec et du Canada. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Racine, la voix qui nous rassemble. Racine en direct de 102.3 FM. J'ai le plaisir de continuer notre conversation sur le Fonds de soutien fédéral aux entrepreneurs et des communautés noires. Et je reçois Louis-Edgar Jean-François, le président directeur général du groupe 3737. Bonjour. Bonjour. J'ai reçu tantôt M. Debourg, député de Bourassa à la Chambre de communes. En fait, je vais vous poser la même question que je l'ai posée. Est-ce que la tragédie de George Floyd et le mouvement mondial de Black Lives Matter a accéléré la réalisation de ce fonds-là? C'est sûr que je pense que c'est quelque chose de tragique qui est arrivé. C'est sûr que ça a permis une certaine conscientisation relativement à certains comportements relatifs aux communautés noires. Donc, je dirais jusqu'à un certain point, ça a peut-être aidé à conscientiser la population à ces enjeux, des enjeux qui bien avant la situation de George Floyd était présent. Donc tout ce que ça a fait, ça a simplement mis en lumière de façon plus évidente certains comportements qu'on va juger inacceptables relativement aux communautés noires. Le groupe 3737 fait partie des artisans de ce programme ou des partenaires. Mais peut-être pour le grand public, est-ce que vous pouvez nous dire l'historique, la mission, les objectifs du groupe? Le groupe 3737, dans le fond, on est un écosystème entrepreneurial. On est axé diversité, inclusion et communauté noire. Notre but, c'est vraiment d'avoir un impact économique et conséquemment un impact social dans notre communauté. On est situé dans l'est de Montréal, plus précisément dans le quartier Saint-Michel, qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme étant le deuxième quartier le plus pauvre au Canada, juste après Montréal-Nord, qui est juste à côté. Donc, notre idée, c'est vraiment d'utiliser le véhicule entrepreneurial pour avoir, si on veut, être un vecteur de changement dans un quartier qui est considéré comme défavorisé à la base et peut-être avoir un impact à plus grande échelle. Comme j'ai dit, vous êtes un des artisans de ce projet-là, des initiateurs. Pouvez-vous nous parler peut-être de la démarche que vous avez entreprise avec d'autres collègues et partenaires ici à Montréal et ailleurs? Dans le fond, compte tenu, tout a commencé lorsque le confinement a été officialisé au mois de mars dernier. Donc, ce qui arrive, c'est que, dans notre accompagnement entrepreneurial, il y a plusieurs entrepreneurs
qu'on accompagnait justement pour faire face à l'arrêt, si on veut, de l'économie ici au Québec. Donc, c'est trouver des solutions pour eux. Puis, dans ce contexte d'accompagnement, il y a plusieurs des entrepreneurs qui avaient des enjeux un peu plus criants. C'est sûr que je pense que le gouvernement fédéral a été très proactif dans la mise en place de mesures. Par contre, à l'époque, les mesures qui avaient été mises en place, malheureusement, ne couvraient pas suffisamment certains entrepreneurs, principalement les entrepreneurs issus des communautés noires. Donc, ce qu'on a fait, on a, si on veut, levé le drapeau. Donc, notre but était initialement, c'était de sensibiliser le gouvernement à cet enjeu. Puis, statistiquement parlant, ce qu'on s'est rendu compte au niveau de nos programmes, on a fait un sondage en interne. Sur 51 entrepreneurs sondés, seulement 6 avaient accès aux mesures ou étaient en voie d'avoir accès aux mesures, ce qui représente 11,7%. Donc, à partir de ces chiffres-là, donc des chiffres qui ont été communiqués justement aux instances gouvernementales, de fil en aiguille, encore une fois, comme je le dis, le gouvernement fédéral a été très proactif. Donc, on a fait un événement, dans le fond, qui mettait en lumière les entrepreneurs pour vraiment que les entrepreneurs puissent communiquer directement à des représentants gouvernementaux leurs enjeux. Donc, les enjeux ont été reçus et par la suite, de fil en aiguille, des échanges avec les gouvernements. On a, en cours de route, on s'est associé avec certaines organisations, donc une organisation ici au Québec, d'autres organisations à niveau pan-canadien, pour vraiment confirmer que les enjeux que ces entrepreneurs-là vivaient au Québec étaient les mêmes, que ce soit en Nouvelle-Écosse, que ce soit en Ontario, que ce soit dans l'Ouest canadien. Et effectivement, c'était les mêmes. Donc, de fil en aiguille, avec l'oreille du gouvernement, on a établi des échanges pour amener à la fin, le 9, à l'annonce qui a été faite le 9 septembre dernier, pour pouvoir créer cet engagement-là gouvernemental pour vraiment aider de façon plus spécifique les entrepreneurs issus des communautés noires. Honnêtement, je tiens à vous féliciter toutes les personnes qui ont contribué à c'est pas évident. Malgré que le fardeau et les attentes, ils vont être énormes. Ma question, est-ce que le gouvernement a dévoilé le plan d'action et les critères d'accès au soutien? Non, pas encore dans le fond. Donc, je pense que dans une première étape, il y a un engagement gouvernemental. Maintenant, on arrive dans une phase de formalisation de l'initiative. Donc, c'est sûr qu'il y a des dialogues qui continuent de se faire avec les gouvernements. Donc, il y a plusieurs organisations pan-canadiennes qui travaillent avec le gouvernement pour pouvoir établir des critères pertinents vraiment là qui sauront répondre aux besoins en termes de financement des entrepreneurs issus des communautés noires. Parmi les objectifs du fonds, c'est aider les communautés noires de sortir de la pauvreté et combattre les obstacles. En tant que partenaire, comment vous allez vous assurer d'atteindre ces objectifs? Parce que c'est au-delà de soutien aux entrepreneurs, l'objectif d'abord, c'est vraiment combattre les obstacles systémiques et la pauvreté. Oui, dans le fond, le groupe 3737, notre organisation, on est vraiment centré sur l'accompagnement entrepreneurial. On pense que par notre accompagnement entrepreneurial, on peut créer, si on veut, on parle de développement économique, donc on peut avoir un impact économique, et par le fait d'avoir un impact économique, on peut conséquemment avoir un impact social, que ce soit par la création d'emplois, que ce soit par la dynamisation d'un quartier, que ce soit l'ajout d'initiatives. Donc, quand on parle d'accompagnement entrepreneurial, on parle également d'accompagnement de projets à caractère social. Donc, le groupe 3737, on a développé une expertise en développement d'organisation et développement entrepreneurial. Donc, je pense que en continuant de travailler de cette façon-là, en aidant des organisations, qu'elles soient sociales ou à caractère à but lucratif, je pense qu'on peut avoir un impact social, puis atteindre les objectifs que vous mentionnez, qui est de combattre la pauvreté, qui est, je pense que on parle d'émancipation économique. Je pense que en travaillant, se concentrant sur l'émancipation économique, je pense qu'on peut avoir un impact sur la lutte contre la pauvreté.
quelles sont les attentes envers les entrepreneurs et surtout, si certains ne répondent pas aux prévisions, quelles mesures vous allez vous faire pour produire des résultats durables et surtout ne pas avoir le fardeau de la réussite du programme? Dans le fond, présentement, encore une fois, c'est important de préciser. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à engager le gouvernement. Maintenant, pour la suite, si on parle de notre organisation, disons que c'est pas une organisation qui a la responsabilité de la réussite d'un programme. Donc, on parle souvent de collaboration, on parle souvent de travailler ensemble. Donc, je pense que c'est un travail collectif. Donc, c'est un travail qui inclut que ce soit des organisations comme la nôtre, que ce soit des organisations communautaires, que ce soit des organismes académiques, des acteurs privés, acteurs publics. Donc, on parle de plusieurs intervenants qui sont appelés à travailler pour faire en sorte que cette initiative soit un succès, mais qu'également que, nonobstant cette initiative, que les entrepreneurs, les organisations, que les individus à la fin de la journée se développent et qu'il y ait un changement concret. Il y a une autre question, peut-être, c'est question de culture, changement de culture, changement de pratique vis-à-vis les autres partenaires. Et si je parle, par exemple, les institutions financières étaient souvent critiquées de fermeture et d'avoir moins de compréhension de la difficulté, de la réalité pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce qui peut changer maintenant? Est-ce qu'il y a un accompagnement en parallèle pour le changement des pratiques, pour le sensibiliser à la diversité? Oui, tout à fait. Donc, on a le privilège de travailler justement avec des institutions financières. Je pense que les 6 derniers mois, on parlait tout à l'heure de conscientisation. Donc, je pense que du côté des institutions financières, il y a une conscientisation qui s'est faite. Puis également, il y a un ajustement en termes de pratique. Il y a plusieurs initiatives qui sont en place, qui ont engagé les secteurs corporatifs. Et il y a une initiative en particulier, je pense au Black North Initiative, qui émane de Toronto, qui a pu engager des entités corporatives à justement changer, dans un premier temps, changer des pratiques quant à la considération, que ce soit au niveau de leurs employés, que ce soit au niveau de leur processus, donc la conscientisation par rapport, oui, à la diversité, mais aux communautés noires. Puis si on parle d'institutions financières, donc les institutions financières, on les considère comme étant inclus parmi ces entités corporatives. Donc les institutions financières ont suivi le pas et je peux vous dire que suite à plusieurs discussions avec certaines de ces institutions, il y a des changements concrets qui sont en voie de se faire et il y a des engagements, que ce soit financiers ou que ce soit un apport en nature, donc avec du personnel. Donc il y a une implication qui semble être plus intense, si on veut, des institutions financières. Il y a des institutions financières qui sont conscientisées à ce fait de difficultés, que ce soit d'accès aux capitaux, que ce soit à l'intérieur même de leur infrastructure, de considérer les communautés noires comme étant un vecteur important là de changement et de croissance, on pourrait dire de croissance dans le développement de ces organisations. C'est magnifique, ça fait partie de vraiment une sorte d'accompagnement. Ma dernière question pour vous, le fonds actuel, c'est une initiative du gouvernement libéral. Avez-vous entrepris des démarches pour sensibiliser d'autres partis, d'autres membres de la Chambre de commerce pour assurer peut-être une suite du programme au cas de changement du gouvernement? Bien honnêtement, on n'a pas entamé de discussion à ce niveau. Je pense que on y va vraiment par étapes. Okay. Donc la première étape, c'est une étape d'engagement. Donc l'engagement est public, il est officiel. Donc il a été annoncé le 9 septembre dernier. Maintenant, c'est la mise en place de critères. Donc c'est une deuxième étape. Donc c'est vraiment faire en sorte que que les critères pertinents, un processus pertinent soit mis en place, mais aussi surtout que ces sommes soient bien dirigées vers les entrepreneurs issus des communautés noires, donc qui ont
ont besoin de ces sommes-là pour pouvoir, que ce soit survivre ou continuer leurs opérations, et même, on parle de scaler, d'entrer en phase de croissance. Donc, je pense que le travail dans cette deuxième étape-là, une partie du travail que vous mentionnez est inclus dans cette deuxième étape-là. Maintenant, dans l'optique de changement de gouvernement, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Encore une fois, je pense que l'annonce a été historique. Je pense que le gouvernement en place a mis quelque chose qui s'était jamais vu auparavant, que ce soit cette annonce, que ce soit cette initiative-là pour les entrepreneurs, mais il y a également une autre initiative de Emploi et Développement Social Canada, pour lequel le groupe 3737 agit comme organisme intermédiaire pour une distribution de fonds. Donc ça, c'est une initiative, c'est 25 millions qui est investi par encore le gouvernement fédéral pour pouvoir venir en aide aux organisations qui desservent les communautés noires. Donc je pense qu'on a un gouvernement qui est conscientisé. Puis l'idée, c'est de continuer à travailler avec le gouvernement en place suite à ces différentes annonces et ces différentes ressources mises à la disposition des communautés noires. Merci beaucoup, Monsieur Louis Edgar. Soyez assuré que notre émission, ou bien la station radio, on va être là à attendre peut-être le dévoilement de plans d'action, et on va sûrement vous interpeller encore une fois pour présenter les grandes lignes du programme au grand public. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. À très bientôt. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Racine en direct de la station radio Centre-Ville 102.3 FM. Pour finir le programme d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le jeune conseiller d'arrondissement, M. Younes Bokala, qui vient d'être élu président de la commission des jeunes élus de l'Union des municipalités du Québec. M. Bokala, bonjour. Bonjour, M. Baron. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes conseiller de l'arrondissement de la Chine, membre des commissions sur la culture, le patrimoine et les sports, membre aussi de la commission sur le transport et les travaux publics. Vous venez d'être élu président des jeunes élus de l'Union des municipalités du Québec. Peut-être avant de vous poser la question sur le mandat et puis les engagements, peut-être nous parler un peu sur vos débuts en politique. Oui,
Oui, alors je me suis engagé la première fois à vie, là, donc en politique en 2017. Donc c'était ma première élection comme candidat, première élection où je faisais une collecte de dons pour un parti politique, donc c'était tout nouveau pour moi. Et puis je me suis présenté à la Chine parce que bon, j'ai grandi à la Chine, j'ai grandi dans le quartier dans lequel je me suis présenté. Et puis voilà, donc une bonne campagne de porte-à-porte. Et Dieu merci, là, j'ai... Mais pourquoi le municipal et non pas, par exemple, le provincial? Ce que j'aime beaucoup du municipal, c'est que tu restes dans le quartier, tu n'as pas toujours besoin de faire Montréal-Québec ou Montréal-Ottawa à chaque fois. Donc, oui. Je suis pas rendu là dans ma vie, donc c'est pour ça. Là. Donc, j'ai dû terminer mon bac en même temps, alors... à chaque fois, Montréal, Québec, là, ça m'aurait pas permis de terminer mes études là, en même temps d'être élu. Conseiller d'arrondissement, c'est encore plus proche des citoyens. Comment vous jugez votre expérience, notamment en lien avec des dossiers assez gros sur quoi vous travaillez, la culture, le transport, les travaux publics? C'est pas petit, ça. Oui, en fait, c'est ça. Donc, j'ai différents appels durant la semaine, des gens qui, pour X, Y, Z, appellent à la ville. Et on essaye toujours, dans ces grandes commissions, c'est toujours de penser comment on peut optimiser, comment on peut rendre le service public plus efficace. Donc, c'est tout dans cette lignée-là, donc de voir est-ce qu'il y a un moyen de réduire peut-être la bureaucratie, puis de garder la même qualité de service et de faire ça plus rapidement. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est la question des travaux publics, des transports. Donc, pour la question de la culture, on va beaucoup avec des consultations là, dans les commissions. Alors, pour nous, c'est un élément important, puis c'est par là que les citoyens peuvent se prononcer. Et nous, quand il y a un citoyen qui mentionne un élément à notre attention, on peut justement le référer à ces consultations-là. Vous venez d'être élu président de la Commission des jeunes élus de l'Union des municipalités du Québec. Quelles seront vos priorités en tant que président? En fait, les priorités, c'est pas uniquement moi qui les a fixées. Donc, c'est l'ensemble des commissaires qui sont membres de la commission de l'Union des municipalités du Québec. Alors, et puis pour nous, ce qui est important, c'est de se préparer pour la prochaine année, là, donc d'avoir une présence, d'avoir des candidatures jeunesse et également d'avoir un vote de jeunes qui sort pour voter. Donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, en fait, donc je les encourage à suivre le tout de s'intéresser à la politique municipale. C'est beaucoup plus concret que les autres paliers de gouvernement. Nous, nos réalisations, on les voit sur le terrain là, directement. Là. Donc, on vote un budget pour la réfection de parc, le parc il se fait dans l'année suivante. Là. Donc, c'est très tangible. Alors, donc on a une belle campagne. Et on travaille on travaille sur notre projet là, pour justement une campagne de communication, de outreach, permettez-moi l'anglicisme là. Oui. Des candidatures jeunesse, de la participation politique des jeunes. J'ai une dernière question pour vous. En tant que jeune aussi, comment vous gérez vos engagements entre la politique, la famille et puis la vie étudiante? Il faut être très organisé avec son agenda. Donc, c'est ça, j'essaie vraiment j'ai des périodes très précises de nombre d'heures d'études que je dois faire. Donc, je sais que je suis obligé de lire tant de pages en tant de temps. Donc, c'est comme ça que je réussis à passer au travers et de réussir à équilibrer ma vie personnelle, ma vie professionnelle et mon cursus scolaire.
Monsieur Bokala, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'était Monsieur Bokala, conseiller d'arrondissement de la Chine. Il vient d'être élu président de la commission des jeunes de l'Union des municipalités de Québec. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. Ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un programme aussi intéressant. On va recevoir Monsieur Andrés Fontecilla de parler de PEC et on va recevoir aussi Madame Roba Ghazal pour nous parler des demandes de Québec solidaire en matière de la santé avec une surprise. Bonne journée et bonne semaine. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. La radio communautaire et multilingue de Montréal. La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Moi? Pas certaine que c'est pour moi. Je suis une femme d'action. J'aime quand les choses sont efficaces, modernes. Je pense que pour prendre les meilleures décisions, il faut être à l'écoute. Il faut travailler ensemble. Il faut pas hésiter à innover. Surtout quand on parle de notre avenir. Vous êtes parfaite. Ben voyons. La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Votre place vous attend. Visitez québec.ca/nouvelle gouvernance scolaire. Un message du gouvernement du Québec. Bonjour, ici Sophie Stanquet. Je vous invite à écouter tous les vendredis de 9h à 10h Le Tour de la Question, une émission qui vous informera sur les grandes questions de l'heure avec les acteurs importants de notre société. Le Tour de la Question, une réalisation de Roxane Le Dantaille-Noël et à la régie, Ronnie D. Donc c'est un rendez-vous à Radio Centre-Ville. Everyone's health is in our hands. Now more than ever, the COVID Alert app on my phone notifies me if I've been in contact with someone who recently tested and declared positive. Protecting my health and that of my loved ones is at my fingertips. I can simply download the COVID Alert app, an app that respects my privacy. Visit quebec.ca/COVID Alert to learn how to download the app. A message from the gouvernement du Québec. Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution, Bureau comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôt à un prix compétitif. Vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs? Confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au Bureau comptable Cola. Appelez dès maintenant le 514-374-0137. Chez Bureau comptable Cola, votre comptable travaille pour vous. Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca/Alerte COVID pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec. Ici Jean-Édouard Mervillus de l'équipe francophone et vous écoutez Plaisir.